Alors, la première oratrice sera Chloé Girard, qui va nous parler des chantres portosystémiques congénitaux à découvert en période néonatale. Donc, effectivement, je vais vous parler des chantres portosystémiques congénitaux, qui sont une communication finalement anormale de sang issu du flux portal, donc en bleu, jusqu'au sang du flux systémique, qui est en fait la veine cave inférieure, qui après va au niveau cardiaque. Ça représente à peu près 1 cas sur 30 à 50 000 naissances. C'est dû à un remodelage embryonnaire précoce, vraiment dès les premières semaines de grossesse. Et la particularité de ces chantres portosystémiques, c'est que l'évolution clinique et la présentation peuvent être complètement variables, allant du patient complètement asymptomatique, diagnostiqué grâce à une échographie fœtale qui découvre le shunt, aux patients avec de complications assez lourdes, telles qu'une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle pulmonaire, un syndrome hépatopulmonaire, une encéphalopathie hépatique. Ma présentation, moi, aujourd'hui, va vraiment parler que des shunts en intra-hépatique. Ces shunts ont actuellement les recommandations sont plutôt de les surveiller régulièrement, puisqu'on a l'idée que la majorité, enfin en tout cas un certain nombre, pourraient se fermer entre la première et la deuxième année de vie. Donc notre question, en fait, ça a été, mais quelle est vraiment la proportion de shunts qui va aller se fermer spontanément ? C'est vrai que dans la littérature, c'est pas toujours évident de savoir si c'est 1 sur 3, 2 sur 3, la majorité. Et en plus, est-ce que finalement, vu qu'on se permet d'attendre entre 1 et 2 ans qu'ils puissent se fermer, est-ce que les complications seraient vraiment rares ou non ? Donc finalement, avec ces deux questions-là, on a décidé de faire une étude dans notre centre, de regarder l'évolution en vie réelle des diagnostics de shunts portosystémiques congénitaux qui ont été faits sur une période de 10 ans. Et voir un petit peu l'évolution de ces patients. Donc on a réussi à inclure 20 enfants sur 10 ans, 8 filles et 12 garçons. L'âge médian au diagnostic était de 6 jours, tous en période néonatale. Ce n'était pas forcément un critère initial, mais en fait, nous, on n'a eu que des diagnostics dans le premier mois de vie. En termes de pathologie associée, il y avait deux patients qui avaient une hémangiomatose hépatique associée, une trisomie 21, donc ça rappelle bien ce qui avait été dit hier dans la présentation sur la trisomie, où effectivement c'est quand même fréquemment associé à la trisomie, et 3 patients avec une CIV ou une CIA. En termes de description anatomique des shunts, la majorité, donc 14, était liée à une communication entre le tronc porte ou une des branches porte jusqu'à une veine sushépatique. 4 avaient un ductus venosus persistant et plus de 2 shunts enfin 2 ou plus shunts pour 5 patients. En termes de contexte diagnostique, 7 patients avaient eu une suspicion anténatale grâce aux échographies fœtales et confirmées à la naissance. Pour les 9 suivants qui sont surlignés en jaune, il y avait une présentation clinique ou des examens complémentaires qui étaient très évocateurs de la présence d'une fistule portosystémique, et l'échographie avait été faite vraiment dans l'idée d'aller la confirmer. Donc pour 5, c'était des anomalies à l'échographie cardiaque avec un retour veineux droit anormal ou un hyperdébit. 2, une cholestase, 1, des hypoglycémies, et 1, une hémangiomatose hépatique qui avait été diagnostiquée dans un centre non pédiatrique. Et finalement, à l'échographie faite dans notre centre, les radiologues ont, en plus des angiomes, identifié une fistule. Pour les 4 autres, l'échographie a été faite dans un contexte tout autre, et le diagnostic de fistule était finalement très fortuit. En termes de complications, donc, on a eu 10 patients qui n'ont eu vraiment aucune complication. Pour les 10 autres, il y a eu pour 3 des signes de défaillance cardiaque, hypertension artérielle pulmonaire, sachant que ces 3-là avaient une présentation un peu particulière que j'ai détaillée à côté. Voilà, c'était ductus venosus pour un qui avait un shunt portosystémique et en plus un canal artériel persistant, donc, qui expliquait quand même aussi en partie la défaillance cardiaque, et un qui avait plusieurs shunts portosystémiques. 5 ont présenté une cholestase néonatale, 2 des hypoglycémies et 2 une hypothyroïdie. En termes d'évolution, on a à la fin de notre étude finalement 19 patients qui avaient un shunt qui était fermé. Après, on a voulu regarder de quelle manière ces shunts s'étaient fermés. Pour 14 d'entre eux, c'était une fermeture spontanée, sans aucune intervention de notre part. Et voilà, juste au cours de la surveillance, on a constaté qu'il avait fermé spontanément, à un âge médian autour de 7 mois, et tous avant l'âge de 2 ans. Quand on regarde sur le graphique, c'est la courbe grise. Et voilà, vraiment tous
avant l'âge de 2 ans. 2 ont bénéficié d'un traitement médical bêta-bloquant, plus ou moins sirolimus, dans les premiers mois de vie. 1 a eu une fermeture chirurgicale de son ductus venosus à l'âge de 4 jours. Et 2, une fermeture endovasculaire à un âge de médian de 4 ans. Donc en conclusion, finalement, les complications, elles sont quand même pas rares, puisqu'on a quand même un patient sur 2 qui ont eu des complications, ce qui concorde un peu avec ce qui est écrit quand même dans la littérature, avec des complications plutôt fréquentes. Toutefois, avec notre étude, on a l'impression que quand même on pourrait séparer complications cardiaques versus non cardiaques, puisque les cardiaques ont nécessité une intervention assez précoce et une surveillance rapprochée. Pour les autres, notamment hypoglycémie, cholestase, c'était plutôt transitoire, puisqu'au final, on a quand même 2 patients sur 3 dans notre étude qui ont eu une fermeture spontanée, et vraiment tous avant 2 ans, ce qui coïncide avec l'idée qu'on a globalement, c'est que s'il y a une fermeture, c'est avant 2 ans. Après, si le shunt est toujours ouvert, les chances que la fermeture puisse survenir spontanément est quasi nulle, et donc si on veut éviter qu'il y ait des complications par la suite, il faudrait envisager une fermeture, a priori plutôt par voie radiologique interventionnelle. Voilà, je vous remercie et disponible pour des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Oui. Un qui est fait entre les formes anatomiques, les fistules intrahépatiques versus les fistules extrahépatiques qui comprennent les ductus venosus. Et donc les intrahépatiques, on sait que dans la grande majorité des cas, elles se ferment spontanément, alors que les extras ont tendance à pas se fermer et à se compliquer. Et donc est-ce que dans votre série, vous retrouvez ces données ? Là, c'est que des intrahépatiques. Excuse-moi, j'avais pas du coup. Oui. Autant pour moi. Les ductus venosus ne sont pas des intrahépatiques. Mais dans la moi, je les ai inclus, parce que c'est vrai que dans la classification, il y a eu une classification où ils étaient impliqués, dedans. Je suis arrivé après le titre, pardon. Non, mais les ductus venosus, effectivement, c'était un peu une bonne question, mais a priori, ils étaient plutôt impliqués avec unique, shunt intrahépatique unique, multiple, et ductus venosus, et extrahépatique était à part. Donc aucun extrahépatique. Moi, j'avais encore une question. Est-ce qu'il y a des recommandations concernant le suivi, la fréquence du suivi échographique de ces patients ? Ou comment est-ce que vous les avez suivis de manière très... Globalement, c'est à peu près, souvent c'est à la naissance, des fois on refait à 3 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Tous les 3 mois. Ouais, c'est ça, tous les 3 mois, peut-être sur les 6 premiers mois, voire 1 an, puis après, si c'est vraiment stable, pas de complications, tous les 6 mois. Non, c'est la question, c'était est-ce qu'après la fermeture, est-ce qu'on continue à suivre ces patients ? Est-ce qu'il y a une raison de les suivre ? Je pense que non, puisqu'il n'y a plus de flux, il n'y a pas de... Je dis certaines formes se compliquent de nodules qui peuvent évoluer vers le CHC, et ces patients-là, il faut les suivre. On a eu des patients chez qui le nodule semblait régresser après fermeture de la fistule, et puis 6-7 mois après, il y a eu un CHC avec des métas, le patient est décédé. Donc il faut être comme vigilant quand il y a des formes compliquées. Et l'HTAP aussi ne régresse pas toujours post-fermeture. Mais sinon, ils sont guéris.